It's not only foreign affairs, it's foreign affairs and security and defense. And this part of my job has become much more important. To be the representative of the foreign policy is difficult, but to try to forge a common security and defense policy is much more difficult, because it's much more attached to the nation, the feeling of the state, independency of the state. It's the core of the independency of the members of the European Union. And with these two wars, it has taken more and more importance. The title of this speech is Europe between two wars, so let's not to try to talk about everything, not about China, not about Sahel, not about the US. Let's concentrate in these two wars and what do these wars represent for us. When I came to office, I had the feeling that the security and defense issues was going to have an importance that nobody was expecting. So I started working on the strategic compass, la boussole stratégique. Et en novembre 21, quelques jours avant le début de la guerre, j'ai présenté la boussole stratégique, the strategic compass. And I said, Europe is in danger. And at that time, people believed that it was exaggerating, that it was a slogan, a way of presenting a product and make this product attractive. No, Europe is in danger. What's happening? But nobody believed me, and nobody was convinced that the Russian troops being massed in the Ukrainian border was someone that was heading war. That it was a proof of force, a posture to get Western consensus. And in the Middle East, like Sullivan, the National Advisor for Security of the US, said, it has never been so peaceful. It has never been so quiet. Nothing happens in the Middle East. Don't spend your time on that. It's impossible to look for a solution, and in any case, with the Abraham agreements, things are going in the right direction, and the Palestinians seem to be quite calm and suffering an increasing level of violence in the West Bank. But nobody paid attention to what's happening there. And suddenly, some weeks after presenting the strategic compass, the war returned to our borders. And with Gaza, the situation has become much worse. Gaza is an urgent issue, but the war against Ukraine is the most important existential threat that we are facing. Both are interconnected, because the war in Gaza can weaken the global support to Ukraine from the global south. The way this war is being perceived with the global south, but many people around the world, can weaken the support to Ukraine in front of the Russia aggression. When the pandemic came and we created the Next Generation EU and the common debt issue, someone said we are living a Hamiltonian moment. Well, it was not a Hamiltonian moment, but it was a way of pulling together our debt capacity. Now someone has said Europe is living a Demosthenes moment. And maybe he's right. Maybe it's the moment in which we have to look at the danger coming from a great power which threatens our democracy, which threatens Europe itself, not only Ukraine. And if we don't change course rapidly, if we don't mobilize all our capacities, if we let Putin to win the war in Ukraine, if we are not able to stop the tragedy which is happening in Gaza, I think our project will be very much damaged. And during this seminar, someone put the question, do you think Russia is going to win the war? Well, this is not the right question, because what do you think may be relevant. The important thing is what we can do in order to avoid Russia winning the war. What are we ready to do
Are we really ready to do everything it takes? This is the question that we have to put ourselves. Do we really want to make the Russian victory, and by the Russian victory I mean putting in Kiev a puppet government, which was the initial plan, not to happen? So let's talk about it. Let's talk about these two wars and how we can influence them. And I insist I will not go event by event because it would be too long. It would be too long, and I want to take a certain level of synthesis in order to try to explain why the Europeans are taking the posture we are taking, because at the end I am representing the position of the European Union, not my own positions. And secondly, because I think that both conflicts are, as I said, interrelated, because both put in evidence the permanence of territorial fight. On nous avait dit que la géographie ne compte plus, hein? La géographie avait disparu des conflits, mais non, c'est encore des enjeux territoriaux dont nous sommes en train de parler. La géographie est toujours là. Et qui gouverne, ça devient de plus en plus important. Qui sera le prochain président des États-Unis? C'est pour nous, Européens, une question très, très importante. Et dans le cas ukrainien, il s'agit évidemment d'un conflit qui oppose un État souverain, l'Ukraine, à une puissance impériale, ou plutôt impérialiste. Et quand on dit impérialiste ou impérial, on dit aussi colonial, qui cherche son identité. La Russie n'a jamais été capable de devenir un État-nation. Il a été toujours un empire, avec les tsars, avec les soviets, et maintenant avec Poutine. C'est une constance de la politique, de l'existence même de la Russie et de son identité politique. Et tant que cette identité impérialiste ne sera pas tranchée, la Russie va continuer à être une menace pour ses voisins, et en particulier pour nous. Tant qu'elle n'aura pas tranché cette question de sa propre identité, son régime politique restera un régime autoritaire, nationaliste et violent. Il y a des penseurs russes qui l'avaient déjà dit, si la Russie n'abandonne pas son projet impérial, elle ne pourra pas se démocratiser ni se réformer. Et en plus, la Russie, c'est une rente pétrolière. Sans son pétrole et son gaz et son arme atomique, la Russie ne serait pas une grande puissance. Et vous savez bien que être un État rentier et partager le pouvoir, ça ne va presque jamais ensemble. Le conflit entre l'Israël et la Palestine, même si quelques-uns disent que c'est seulement entre Israël et Hamas, non, c'est un conflit entre Israël et Palestine qui est devenu dramatique à cause des attaques terroristes de Hamas. C'est d'une autre nature, mais il renvoie aussi à une affaire territoriale. Il s'agit bien de deux peuples qui se battent pour la même terre. Et ça depuis 100 ans. C'est la guerre des 100 ans. Nous avons eu nos guerres des 100 ans. Ça, c'est la guerre des 100 ans au Moyen-Orient. Pour deux peuples qui se battent pour la même terre et qui ont des droits, tous les deux, légitimes, à occuper cette terre. Et alors, soit ils sont capables de la partager, soit l'un va dépérir. Soit on partage la terre pour laquelle on se bat, soit si on n'est pas capable de la partager, un devra soit partir, soit mourir, soit devenir un citoyen de deuxième classe. Et c'est avec le même mot qu'un ministre israélien a défini le futur des Palestiniens. Soit ils meurent, soit ils partent, soit ils deviennent des citoyens de deuxième classe. Ce n'est pas un futur trop réjouissant. Il faut en trouver un autre. Et c'est là tout l'enjeu de la solution aux deux États, dont tout le monde parle depuis 30 ans au moins, depuis beaucoup plus de 30 ans depuis Oslo, mais sur laquelle on a fait très peu
pour la mettre en œuvre. Toute la communauté internationale semble être d'accord en ça, et à l'intérieur de l'Union européenne aussi. Mais il y a un petit problème, c'est que le gouvernement israélien dit qu'il est farouchement contre, et que Netanyahou se présente lui-même devant ses concitoyens comme la garantie la plus solide que cette solution de deux États n'aura jamais lieu. Donc, si toute la communauté internationale est pour une solution et quelqu'un est contre cette solution, la communauté internationale a un problème avec celui qui dénie cette solution. Oslo, c'était la première importante approche, mais il y a 30 ans d'Oslo. Et en fait, ça ne s'est jamais développé. Les extrémistes de deux côtés, Hamas d'un côté, et le fondamentalisme de droite israélien de l'autre, ont fait impossible cette solution qui est morte au moment où le Premier ministre Rabin a été assassiné. Mais les accords d'Oslo n'ont jamais arrêté la colonisation de la Cisjordanie. Et remarquez bien que j'appelle le mot colonisation, des colons, de la même façon que la dimension impériale amène toujours à la colonisation, c'est-à-dire à occuper la terre des autres. Quand on parle de la colonisation du West Bank, il s'agit bien de ça. Contre toutes les résolutions des Nations Unies, au moment de cet accord d'Oslo, il y avait un certain nombre de colons israéliens. Maintenant, il y en a 4 fois plus. 30 ans en train de parler de deux États, et en même temps, le nombre de colons israéliens dans les territoires qui devaient être le berceau de l'État israélien se sont multipliés par 4. Donc la difficulté à bâtir l'État israélien, qui a besoin avant tout d'un territoire, évidemment, s'est augmentée autant. Et aujourd'hui, nous assistons, depuis la tragédie du 7 octobre, à la faillite de l'statu quo, qui était intenable, même si on ne voulait pas le savoir. De sorte que, pour moi, il y a 2 leçons à tirer de cette tragédie pour l'avenir. La première, c'est que la solution doit être imposée par l'extérieur. Elle ne sera jamais une solution que les partis seront capables d'arriver. Il faut que ça soit imposé par la communauté internationale. Et quand je dis la communauté internationale, je dis le monde arabe, les États-Unis, naturellement l'Europe aussi. Et la seconde, c'est que la méthode, il faut la changer. Parce qu'à Oslo, on n'avait pas dit qu'on allait bâtir 2 États. On avait dit qu'à la fin d'un processus de négociation, peut-être il y aurait 2 États, mais qu'il fallait définir les frontières, il fallait définir tant de choses. Il faut renverser les processus. Il faut définir clairement quel est le point d'arrivée. Et une fois que le point d'arrivée est défini et la communauté internationale l'impose, il faut chercher les chemins pour y arriver. Pas de faire un tâtonnement pour voir où est-ce que peut-être on va arriver ou pas. Et aujourd'hui, les États arabes le disent clairement. Les États arabes disent clairement, les Émirats arabes, qui sont par contre les pays arabes les plus proches en Israël, disent clairement qu'il est hors question qu'ils payent pour reconstruire Gaza une autre fois si avant il n'y a pas une garantie très claire que le principe de 2 États sera mis en pratique, d'une façon actée et engagée. Sans ce compromis-là, ça sera difficile qu'on puisse reconstruire Gaza. Il faudra voir comment on résout la question de qui gouverne Gaza une fois que la guerre sera finie. Donc, la paix ne reviendra jamais sans le principe de 2 États en pratique. Il n'y a pas une solution militaire au problème. Hamas, c'est quelque chose de plus qu'une organisation terroriste pour nous, ou une force de défense des Palestiniens pour des autres. Mais Hamas représente une idée. Et on ne peut pas tuer une idée à coups de bombe. La seule façon de tuer une idée, c'est de donner une autre qui soit meilleure. La seule façon de surmonter une mauvaise idée, c'est d'en donner une autre qui soit meilleure et qui donne un espoir, qui donne un avenir, qui donne la confiance d'un futur où la paix soit possible. Et à l'intérieur de la société israélienne, il y a des gens qui en sont convaincus.
Et il y a des autres qui, au contraire, sont complètement contre cette solution. Il faudra savoir comment la société israélienne évolue après la tragédie qu'ils ont vécue le 7 octobre et comment le monde arabe évolue une fois que la tragédie qui a lieu à Gaza s'arrête. Mais maintenant, on a des questions beaucoup plus urgentes. Il faut trouver une solution pour ce qui se passe à Gaza, pour que les otages soient libérés, pour une pause durable des combats, appelons-les comme ça, pour un arrêt de la violence des colons extrémistes dans le West Bank, qui continue et augmente, et rappeler qu'Israël a le droit de se défendre, sans doute, mais pas à n'importe quel prix. Comme Obama a dit dans un papier très éclairant, the way Israel performs its droit à la défense matters. The way it does, it matters. And the question is, it really matters? Seeing what we are seeing, it really matters? We say that Israel has to defend itself according with international law and according with humanitarian law. But on those days, 3 or 4 foreign affairs ministers of the European Union has said there are too many people being killed in Gaza. What does it mean, too many? Which is the standard? What does it mean? It seems logically that with respect to humanitarian law and humanitarian international law, the law of the war, are not exactly being fulfilled if they are too many. Mais revenons à l'Europe. Que peut-on dire de ces deux conflits? Je vais vous proposer une grille d'analytique pour évaluer la position européenne. 3 approches. La première, quelle est notre capacité à agir collectivement? La deuxième, quelle est notre capacité à influencer les acteurs qui sont concernés, soit en Ukraine, soit au Moyen-Orient? Et la troisième, quelle est notre capacité à proposer un narratif crédible, capable d'imposer une solution politique légitime? Un narratif, c'est très important. On est dans une battle of narrative. Everyone telling its own story. And one story fighting against another story in order to colonize the minds of the people. Not only the land, but also the thinking, the minds. So which is our capacity to build a narrative which can be credible and can be able to present a political solution legitimated. So first, which is our capacity to act collectively? We are not a state. We are not even a federation of states. Our foreign policy and security policy is being determined by unanimity. Just one being against, nobody can move. Et ça, évidemment, ça veut dire qu'on a un certain nombre de difficultés à trouver l'unanimité quand on fait face à des problèmes complexes. Si on avait la majorité qualifiée, une règle qui ne demande pas l'unanimité, on pourrait essayer de faire bouger les uns et les autres pour trouver un point de convergence. Il y aurait une incitation à négocier, à participer à la discussion, parce que personne n'aime être isolé. Mais si vous pouvez vous rester isolé et bloquer le reste, la tentation est grande. Regardez ce qui s'est passé au dernier Conseil européen pour finalement accepter qu'on commençait les négociations avec l'Ukraine. Si vous êtes capable de mettre un veto, on est obligé à marchander votre retour au consensus. Et parfois, ce marchandage devient trop cher et surtout trop lent. On met trop de temps à prendre des décisions et parfois on paye un prix trop élevé. Et parfois, ça veut dire que l'union ne fait pas la force. Que l'union, c'est une union des façades, qu'à l'heure de la vérité, empêche l'action. Dans le cas de l'Ukraine, l'unanimité a été obtenue très vite, miraculeusement.
Avant que la guerre commence, j'étais au Donbass, le 7 janvier 2022. Je me suis réuni avec le Premier ministre ukrainien quand les tambours de guerre sonnaient déjà dans les Donbass. Et il m'a posé une question très simple. Il m'a dit, dans quelques jours, ils vont nous envahir. Ils vont nous envahir. Et quand ça arrivera, est-ce que vous allez nous aider? Are you going to help us? I know you're not going to send your soldiers to be killed to defend Kiev. I know. But at least are you going to send us the arms in order to make us to defend? À ce moment-là, je n'ai pas pu répondre à sa question. Je n'ai pas pu lui dire oui, oui, bien sûr que si. Mais on l'a fait. Et la réaction européenne vis-à-vis de la guerre contre l'Ukraine a été remarquable. Nous avons fait preuve d'une cohésion et d'unité qui sont illustrées par 3 actions fortes. La première, réduire drastiquement nos dépendances énergétiques vis-à-vis de Moscou, celle qui paraissait impossible quand on avait 40% de dépendance. Et Moscou croyait que cette dépendance-là allait nous empêcher d'agir. Et on l'a fait. On a payé un prix. On a payé un prix économique. Les prix sont montés et le taux d'intérêt avec. L'économie en a pâti. On a souffert. On a payé un prix géopolitique parce qu'on a acheté les gaz à tour de bras dans tout le monde en faisant payer, en monter les prix que d'autres ne pouvaient pas payer. Et peut-être on a changé une dépendance par une autre. Mais en tout cas, on s'est libéré de la dépendance énergétique vis-à-vis de la Russie qui était une contrainte fondamentale pour nos politiques étrangères. La deuxième chose, c'est qu'on a imposé des sanctions contre la Russie. Je ne vais pas vous expliquer les 12 paquets de sanctions. Et sans doute, les sanctions ne sont pas miraculeuses. Quelques-uns disent qu'ils n'ont aucun effet. Oui, ils ont des effets. Ils n'ont pas arrêté la machine de guerre de Poutine. Ils ont faibli l'économie russe, sans doute. Mais se mettre d'accord à 12 paquets de sanctions qui ont affaibli certainement l'économie russe, faire tomber les taux d'échange de roubles et faire monter l'inflation, parmi d'autres choses, ça a été aussi remarquable. Et la troisième, peut-être la plus remarquable, c'est l'aide militaire. C'est la première fois que l'Union européenne et ses États membres se sont mis en commun pour avoir un mécanisme qui soutient militairement un pays en guerre, qui maintenant est un pays candidat. Et on a donné à l'Ukraine des matériaux militaires par valeur de presque 30 milliards d'euros. De façon bilatérale, quelques-uns en font beaucoup, d'autres en font moins, et aussi d'une façon collective à travers la European Peace Facility, qui n'était pas pensée pour cela, mais que je suis très fier d'avoir fait possible que cette facilité soit mise au service de l'Ukraine. Et c'est grâce à notre aide que l'Ukraine a résisté. L'aide américaine a été, du point de vue militaire, beaucoup plus importante que la nôtre. Mais si vous additionnez la militaire, la financière, l'économique, l'humanitaire, l'Europe a donné un soutien à l'Ukraine beaucoup plus important que celui des États-Unis. Alors la question, est-ce que ça va durer? Est-ce que notre unité va durer? Est-ce que les Américains, s'il y a un nouveau président, vont faire défection, ou même avant que le nouveau président arrive? Et ça, c'est les questions qu'il faut répondre. Et nous, en Europe, il faut le répondre. Et à mon avis, il faut être à côté de l'Ukraine d'une façon active, proactive. Il faut faire plus, il faut faire plus vite, parce que vraiment, la Russie représente une menace stratégique pour l'Union européenne. Mais je dois reconnaître que pas tous les États membres le voient comme ça. Il y en a qui disent ouvertement, mais non, je ne vois pas la Russie comme une menace stratégique. J'en suis convaincu, elle est une menace stratégique. Et peut-être cette menace va cimenter l'Union et nous faire, dans ces Demosthenes moments, plus unis et plus forts. Ou peut-être pas. Et ça va être la raison d'une désunion devant d'une façon existentielle, devant un problème existentiel. Je ne peux pas vous dire. Mais je suis convaincu que l'Europe doit s'engager avec toutes ses forces pour que la guerre en Ukraine cimente son unité et pour éviter une victoire de Poutine qui serait pour nous un danger extraordinairement grave. Regardez la dernière conférence de presse de Poutine, ce qu'il a dit. Poutine ne peut pas se contenter avec un morceau de l'Ukraine et laisser le reste de l'Ukraine appartenir à l'Union européenne.
peut pas se contenter avec un gain territorial limité. Et maintenant, il commence déjà à menacer d'autres pays, en particulier la Finlande. Il ne va pas abandonner la guerre, surtout pas avant les élections américaines, qui pourront pour lui présenter un scénario bien plus favorable. Donc, il faut se préparer à un conflit de haute intensité dans la durée. Et c'est ça que les sociétés européennes doivent apprendre, et c'est ça que nous devons faire. Et pour commencer, il faut développer notre industrie de la défense, qui n'est pas du tout à la hauteur des défis auxquels nous faisons face. Dans le conflit Israël-Palestine, les choses se présentent évidemment d'une manière différente, et la perception de ces conflits varie beaucoup entre les États membres, pour des raisons historiques, pour des raisons culturelles que tout le monde connaît, par des événements qui sont liés à la page la plus noire de l'histoire européenne, que c'est la Shoah et l'Holocauste. Et les divisions au sein de l'Union européenne sont bien évidentes. Et ça se voit quand on vote aux Nations Unies. Le Conseil européen est arrivé à un accord ad minima, disant que Israël a le droit à la défense dans le cadre du respect du droit international, blablabla, et qu'il n'y aurait pas un cessez-le-feu, mais deux pauses en pluriel humanitaires. Ça, c'est l'accord ad minima du Conseil européen. Mais quand on présente des résolutions aux Nations Unies pour demander un cessez-le-feu, la première fois qu'on la présente, il y a 8 États européens qui votent pour, 4 qui votent contre. La deuxième fois, c'est 17 membres qui votent pour et 2 qui votent contre. Mais le Conseil européen maintient la même position. Il n'y a pas une position unanime, mais au moment où on prend des décisions souveraines, nationales, les États membres clairement se divisent et la tendance à appuyer un cessez-le-feu augmente. Verrons voir qu'est-ce qui se passe aux prochaines fois aux Nations Unies. La deuxième réflexion, quelle est notre capacité à influencer les acteurs? Quel est notre leverage? Which leverage do we have in order to influence the actors? In Ukraine, I already explained, we are not going to convince Putin. Before the war, everybody went to Kremlin. Macron, Scholz, everybody was there trying to stop the war. Now we are not going to convince Putin. Putin has decided to continue the war until the final victory for him. But we can support Ukraine. And as I said, our effort is big, and becoming member of the European Union is for Ukraine the greatest security commitment that we may take. The European Council asked me, please draw a security commitment for Ukraine. Well, the first and most important security commitment is Ukraine becoming a member of the European Union. I know how difficult it is, it will take time, but we cannot tell to the Ukrainians that we hesitated about that. And I think that it is the most important strategic choice that we have already made, and now we have to implement it. And this puts the question of the reforming of the European Union. Frankly speaking, I cannot imagine how the European Union can work at 37 with unanimity rule. I know how difficult it is at 27. I cannot imagine at 37 with unanimity rule. So the enlargement, which is on the table, because Europe is a kind of a magnet that attracts states and attracts people, we can discuss about how good these are the Europeans, but this is something which is a fact. Everybody wants to become a member of the European Union. There are 10 states queuing, and many others would like to do. And attract people. We are a magnet for hundreds of thousands of people who wants to come to live in Europe. And it's easy to understand why. When we compare our standard of living, because we are the best combination of political freedom, economic prosperity, and social cohesion that humankind has been able to create. And I think that we can be proud of that. The best combination of political freedom, economic prosperity, and social cohesion. Not perfect from any point of view, but the best one, I think, in the world has ever been.
And that's why we are a magnet. And that's why we have to make our institution work in a different, completely different environment. We have a certain capacity of influencing, but it's not going to stop the war. The war will continue, and we have to be ready to be doing that in the long or medium term, because defending Ukraine is our own security. Repeat this idea, and if Ukraine was having to surrender, it will be an extraordinary premium for Russia and enhancing its capacity and its willingness to continue behaving as an imperialist power. On the conflict on the Middle East, we also have some leverages. Nous sommes les premiers dispensaires d'aide aux Palestiniens. Nous sommes celui qui aide le plus l'autorité palestinienne. Il faut le dire aussi, parce que parfois, c'est pas le monde arabe qui finance l'autorité palestinienne. Pas un sou. C'est nous. Avec toutes les difficultés, les hésitations que nous avons, mais c'est nous les grands financiers de l'autorité palestinienne. Et par rapport à Israël, nous sommes les premiers partenaires commerciaux. Et nous avons une association qui est la plus large qu'on a avec n'importe qui dans le monde. Donc oui, on a des capacités d'influence. Seulement, on ne veut pas les utiliser. Il n'y a pas la moindre volonté politique d'utiliser le leverage que nous avons avec Israël pour influencer ce conduite. Et avec la Palestine, après avoir étudié au microscope si l'argent qu'on leur donne pouvait aller pour Hamas d'une façon plus ou moins détournée, on a vu que heureusement ce n'était pas le cas. Et j'espère que l'aide à l'autorité palestinienne va continuer, parce que sans l'autorité palestinienne, la situation serait encore beaucoup plus difficile. Et je pense que l'Europe doit s'engager beaucoup dans la solution du conflit. S'il y en a une, il faut la chercher. Et moi, personnellement, j'ai toujours pensé que l'Europe avait délégué trop dans les États-Unis la recherche d'une solution à un conflit qui nous touche à nous directement. Si on ne résout pas la solution à Gaza, Gaza sera une deuxième Somalie ou une deuxième Haïti, un monde sans loi où la violence va se répandre et nous payerons les prix en termes de menaces terroristes augmentées et en termes de flux migratoires, des mouvements de population qui sont imposés par la force. Que la société européenne en soit bien consciente. Ça va nous toucher. Et par notre égoïsme, si vous voulez, il faut faire tout le possible pour essayer que la situation ne devienne pas pire et en trouver une solution. Mais pour trouver une solution, il faut avoir une narrative. Il faut avoir un discours. Parce que c'est dans les discours que les deux conflits se rejoignent. En Ukraine, nous nous sommes abrités derrière le respect à la souveraineté des pays, à l'intégrité territoriale et au fondement de la Charte des Nations Unies. Et nous avons mis en évidence à l'Assemblée générale des Nations Unies ces principes pour justifier notre soutien à l'Ukraine. Et la communauté internationale a réagi, et 145 pays ont voté oui, c'est une agression qui viole la Charte des Nations Unies. Et c'est sur ça qu'on a basé notre action, et notre action c'était à la fois principle, on défendait des principes, et c'était dans notre intérêt. Et ça nous a permis de combler l'écart entre nous et d'autres pays. Mais je dois vous dire, et je voyage beaucoup dans le monde, que je perçois que beaucoup dans le monde ne partagent pas les sentiments d'indignation que nous avons vis-à-vis de l'agression russe contre l'Ukraine. Oui, ils disent c'est très mauvais, c'est très mal d'envahir le voisin. Ces choses-là, on ne les fait pas. Oui, c'est une violation de la Charte des Nations Unies, sans doute, bien sûr, on vote contre. Mais ils s'arrêtent là. Et nous demandent de finir avec cette guerre le plus vite possible. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas supporter les conséquences. Oui, c'est très mauvais ce que la Russie a fait, mais arrêtez cette guerre, s'il vous plaît. Et faites-le vite. Ah, et surtout pas question de suivre les sanctions. Et surtout pas question d'essayer de les circonventer. Il y a une attitude beaucoup plus soft. On condamne les principes, mais dans la pratique, on ne les fait pas. Et en plus, on nous dit, vous avez une politique fondée sur des principes à géométrie variable. Ça dépend du moment, ça dépend vis-à-vis de qui.
Donc, notre principal policy, in some cases, is not being seen as much as principle as we said. Et puis, dans le conflit entre Israël et Palestine, là, notre manque d'unité nous a rendus moins crédibles pour justifier notre attachement au respect de la légalité internationale. D'abord, on est divisé, et ensuite, dites-moi, pourquoi, quand 144 États soutiennent l'Ukraine à l'Assemblée générale, ils sont du bon côté de l'histoire, et c'est la communauté internationale qui demande quelque chose. Et quand sont 153 qui appellent un cesse le feu humanitaire à Gaza, la valeur de la règle internationale n'est pas partagée par nous. Pourquoi dans un cas ils sont du bon côté de l'histoire et dans l'autre cas on n'est tout à fait pas convaincu que ce soit le bon côté de l'histoire? On ne peut pas appeler la communauté internationale au vote aux Nations Unies une fois oui, une autre fois non. Il est très difficile d'affronter cette contradiction. Et c'est là une des raisons pour lesquelles les conflits entre Israël et Palestine et la guerre en Ukraine sont des conflits même de nature complètement différente. Leur télescopage pose à l'Europe des dilemmes politiques et moraux considérables qu'il faut affronter avec lucidité et courage. Salomé m'a bien expliqué quels sont ces dilemmes moraux auxquels nous faisons face. Et si nous voulons ne pas perdre les pieds dans une partie du monde, si nous voulons que l'Ukraine continue à être appuyée par la communauté internationale, si nous voulons que ce qui se passe à Gaza n'affaiblisse pas le support que l'Ukraine reçoit de la part de beaucoup des pays dans le monde, et pas seulement des pays musulmans, et pas seulement des pays arabes. Regardez ce qui se passe en Amérique latine, par exemple. Alors, il faut que cette combinaison de principes et d'intérêts soit menée d'une façon beaucoup plus compatible avec la perception que le monde a de ce qu'il se passe dans un endroit et dans l'autre. Et surtout, il ne faut pas sous-estimer nos adversaires. Il ne faut pas nous sous-estimer à nous-mêmes et ne pas sous-estimer nos adversaires. La Russie est capable de mener au champ de bataille autant de gens qu'il faille. Ils ont à ce moment le plus grand nombre de morts, de casualties dans les champs de bataille. Mais ils ont des réserves humaines. Il y avait 150 000 hommes massés dans la frontière ukrainienne en février. Il y en a 450 000 maintenant. 3 fois plus. Et c'est vrai que la contre-offensive ukrainienne n'a pas été capable de casser les fronts russes. Mais c'est difficile de casser un front aussi fortifié que celui-ci sans l'appui aérien qu'on leur a promis, mais il n'est pas encore arrivé. Il faut renforcer notre aide militaire à l'Ukraine. Il faut savoir que la Russie a des forces, elle a perdu beaucoup. Poutine s'est trompé sur la capacité de son armée. Il s'est trompé sur la capacité de résistance des Ukrainiens. Il s'est trompé sur la volonté d'unité des Européens. Il s'est trompé sur la forteresse du lien transatlantique. Mais il est toujours là, il est toujours disposé à se battre, à laisser ses gens mourir, à que son armée et son peuple souffrent, parce que lui, il n'a pas de marche arrière. Et je pense que pour Netanyahou, c'est exactement la même chose. Tant que la guerre va durer, il sera là. Mais quand la guerre ne sera pas là, la question va se poser politiquement à l'intérieur de la société palestinienne et israélienne. Donc ne sous-estimons pas nos ennemis, ne sous-estimons pas la Chine non plus. On avait dit que, et ça je fais un petit détour par le reste du monde, qu'il fallait faire de sorte que la Chine ne soit pas capable de fabriquer des chips 9 nanomètres. Ils en sont déjà à 7 nanomètres. Plus on leur mettra de contraintes, plus ils vont développer vite ces capacités. Mais ça serait pour un autre jour, peut-être pour l'année prochaine, si vous m'invitez. Merci pour votre patience. J'ai essayé de vous exprimer ce que je pense sur le conflit auquel nous faisons face, les risques existentiels que l'Europe est en train de subir et la nécessité absolue de que la société européenne comprenne quels sont ces risques et ses dirigeants politiques agissent en conséquence. Merci. Merci beaucoup pour ce tour d'horizon extrêmement ambitieux en un temps si court.